Welcome to Represents. Today's episode is as special as it is the 50th episode. I have the distinct honor of hosting two incredible individuals. We have Mr. Edward Matwawana, Executive Director at the Michael Jean Foundation. Over the past year, I've had the privilege of engaging in many meaningful discussions with you, and I look forward to continuing those exchanges. Et bien sûr, son Excellence, la très honorable Michael Jean. Je garde un souvenir très marquant de notre première rencontre lorsque j'étais enfant et que vous faisiez un reportage à mon école, l'Académie Pasteur à Montréal. Ça a été un moment qui a laissé pour moi une empreinte très, très forte. Ça m'a enseigné aussi dès un jeune âge l'importance de la représentation, et que ce soit dans les médias et dans les rôles très clés. Donc, comment ça va tout le monde? Ça va. Très bien, merci. On est content d'être avec vous. Vraiment, merci. J'aimerais justement commencer avec vous, Madame Jean. Vous êtes une figure emblématique de la représentation dans des rôles de leadership et dans les médias. Selon vous, qu'est-ce que ça signifie d'être un modèle de représentation pour les générations actuelles et futures? Et comment cela peut-il transformer notre société? Je pense que dans mon cas, j'ai toujours ce souci-là. C'est-à-dire que je me suis retrouvée souvent dans des situations où j'étais la première ou la seule. Ça a été le cas, par exemple, durant mes années à Radio-Canada, à la télévision publique de Radio-Canada et RDI, où au départ, j'ai été la première femme noire dans la salle des nouvelles et pendant très longtemps la seule. Donc, je dois dire que je n'avais jamais rêvé d'une carrière à la télévision, pas du tout. Mais lorsque j'ai été approchée après une expérience avec l'Office national du film du Canada lors d'un documentaire qu'on a tourné en Haïti à l'occasion de la première élection libre après le départ des Duvalier. Les circonstances avaient été un peu compliquées parce qu'on avait été attaqué par les militaires qui refusaient que cette élection se tienne. Donc on a quitté Haïti, on est rentré à Montréal, mais vraiment avec un blessé et tout ça. Donc ça avait été un cauchemar. Mais Radio-Canada s'est intéressé à moi à ce moment-là et c'est comme ça que j'ai été recrutée. Mais voilà, je crois que je l'ai fait avec un esprit militant, premièrement. Je l'ai fait parce que je me disais qu'il fallait absolument qu'on retrouve sur le petit écran, donc sur l'écran de la télévision qui rejoint largement, oui, des Noirs. Il fallait que la diversité y soit. Elle n'y était pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et c'est comme ça que ma carrière en télévision a commencé. Toujours avec ce souci-là. Mais ce qui suppose aussi un stress énorme. C'est-à-dire que ça pèse lourd sur les épaules. On se dit qu'on n'a pas droit à l'erreur, on se dit que bon, voilà. Mais j'ai persisté et je crois que ça a provoqué un choc dans les esprits. C'est-à-dire que de se positionner dans cet espace public, c'était essentiel et ça a ouvert les portes pour d'autres. Ouais. Ben, c'est une carrière exceptionnelle que vous avez eue. Justement, cet esprit militant vous a donné, justement, vous a amené à des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à continuer cet engagement au sein de la fondation, de votre fondation, Michael Jean? Puis en quoi ces expériences influencent-elles votre vision pour la fondation? Je pense qu'on vient de loin. Ça a été un long chemin pour nous les Noirs. Et ça le demeure. On a encore une longue route devant nous. Et je vois Ed Matwawana qui acquiesce. Donc, la fondation est là vraiment pour faire un travail à travers le pouvoir des arts, mais plus encore l'innovation, l'entrepreneuriat social, pour agir contre l'exclusion.
Donc, pour une société, les gens préfèrent quand on dit ça de manière positive. Ils n'aiment pas qu'on dise agir contre. Alors, pour une société Pour. plus inclusive, plus équitable, plus juste. Et nous avons saisi l'occasion de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, proclamée par l'ONU, par les Nations Unies, pour lancer une série de sommets pan-canadiens des communautés noires, National Black Canadian Summit, avec cette finalité, ce but très précis, c'est-à-dire un mouvement, une mobilisation à travers le Canada. On a ouvert la plateforme pour ça, on a ouvert l'espace pour ça, qui nous permettent de dire l'impact dévastateur du racisme dans notre société, combien ça détruit des vies, combien ça peut même tuer. Et c'est sérieux, c'est grave, mais ce que ça crée, c'est une occasion pour que les communautés noires de partout à travers le Canada puissent se rassembler, les jeunes, c'est intergénérationnel, et les plus âgés aussi, dans la continuité d'un combat de long cours, et identifier clairement la situation, c'est-à-dire l'état des lieux, les situations, voilà, ce qu'est le racisme au quotidien, l'impact absolument dévastateur que ça peut avoir sur des vies et le déficit surtout que cela crée pour la société tout entière. Alors, un déficit de quoi? L'exclusion crée un déficit de participation, et un déficit de présence, un déficit d'idées, un déficit de perspective, un déficit d'opportunité, d'énergie, de synergie. Donc, au bout du compte, ça crée un déficit énorme de démocratie et de développement. Donc, on a commencé par un premier sommet. La décennie démarrait en 2015. On a commencé par un premier sommet qui s'est tenu à Toronto. Et à notre grande surprise, les gens sont venus très, très nombreux. Donc, on s'est dit, ah, d'accord, ça répond à un besoin. On a besoin de se parler, on a besoin de se rassembler. Le deuxième sommet a été à Ottawa. Là encore, le nombre est allé en augmentant. On a eu la pandémie, on a continué quand même donc avec Covid-19 pendant cette période de confinement. On a continué quand même par une série de conférences virtuelles. Et là, c'était formidable parce que les gens étaient au rendez-vous et on touchait à tout. C'est-à-dire que c'est pas parler de l'éradication de la discrimination raciale, c'est toucher à l'éducation, c'est toucher à la santé, au logement, à l'emploi, à l'entrepreneuriat. Vraiment, c'est très très vaste. C'est aussi politique. Politique pas au sens partisan du terme, mais politique parce que il faut que au plus haut niveau décisionnel, que les choses bougent. Et donc, on a vu tout de suite l'impact qu'on pouvait avoir parce que déjà, bon, du côté fédéral, des programmes ont été mis en place destinés aux communautés noires pour justement agir contre le racisme. Et donc, on s'est dit, voilà, on pèse dans la balance. On pèse dans la balance. Après ça, on a eu un sommet absolument extraordinaire à Halifax, donc en Nouvelle-Écosse. Et là, on est ressorti avec une déclaration, avec un manifeste pour l'éradication de la discrimination raciale. Voilà, c'est celui que tient Ed Matforana. Et il est formidable, ce manifeste, parce qu'il rassemble, je dirais, l'expression d'un leadership collectif. C'est-à-dire que ce sont toutes nos voix réunies, et aussi avec un souci, je dirais, d'une réflexion sur la situation aussi des populations autochtones, parce qu'après tout, le colonialisme nous a dépossédés également. C'est-à-dire les Noirs par l'esclavagisme, donc déportés d'Afrique pour être réduits en esclavage dans les Amériques et ailleurs. Les communautés autochtones, elles, dépossédées de leurs droits et de leur territoire. Et on s'est dit, bon, ensemble, on va... Même combat. Et donc, vous avez à la fois un état de la situation dans le manifeste et toujours une force de proposition. Des propositions, des attentes clairement formulées et des solutions. Donc, c'est ça, au fait. C'est réjouissant, je dois vous dire, parce que ça transforme.
parce que ça transforme, parce que nous sommes là et pour la première fois dans l'histoire du Canada, largement rassemblés à l'échelle du pays. Donc c'est extraordinaire. Là, on est rendu au 4e sommet pan-canadien des communautés noires qui se tiendra, j'aimerais l'ajouter, à Montréal du 31 janvier au 2 février 2025. Exact. Ed, I'd like to go over to you. The foundation, Michaël Jean, focuses on empowering underserved communities through arts and culture, as Madame Jean explained earlier. Can you share some of the examples of a project that truly embodies the foundation's mission and its transformative impact? Well, in the past, the foundation was involved in a number of projects. One I can think of is Power of the Arts, which brought young people from every corner of all the corners of the nation to come together and talk about issues, but through the arts, and I think Madame Jean, during her tenure as a Governor General, she quickly realized that young people actually best express themselves. One of the ways in which they express themselves is actually through the arts. And so, as part of the foundation's mission, that became a flambeau, like a way to do things, a way of life. Is let's exploit the arts, in these young people and use it, for their self-expression. So, beside Power of the Arts, we also have one program we normally refer to as a flagship program, which is the Fourth Wall. Fourth Wall, making the invisible visible, basically forces you to think about a theater, a play. So you have 3 walls, the back and the 2 walls on the side, and then there's the actors and then the audience. So once the actors begin to act, everybody is quiet. So there's a wall there between the actors and the audience. So we look at the way we look at it at the foundation is that the audience kind of represent the youth who usually don't have any voice, because there's that invisible wall between the people who are driving decisions, making decisions, the people who are expected to be speaking, by our society on stage, and the wall, the invisible wall, create the separation. So what this program does is to break walls. Break the invisible wall and give young people a voice, a space, a safe space from which they could express themselves. So it's hard to get into the details of this project, but imagine you have the National Gallery of Canada, right? Lots of walls, big walls and everything. Most young people, especially those from underserved community, don't even know what to go there for. They don't think that they're allowed to go in there because it looks like it's far from their reality. So imagine a young artist who actually does good art from home, and in his or her community, everybody sees it. Maybe they go to the flea markets. Maybe they go to some places to show their art. I know many young people like that, even here in Ottawa and Halifax, Montreal, and so on. They have good art in the Indigenous community and the Black community, but they don't know what to do with it. So what the foundation does, we break the walls. We collaborate with a grassroots youth serving organization and bring them closer to the people, for instance, at the National Gallery of Canada, right? So say, hey, can you open your doors so we can have an activity here? You can actually mentor a few youth who are artists, and these artists, we will provide, as part of the program, we provide a monetary
we provide them with some resources, and a mentor to mentor them to create art pieces. But those art pieces are based on issues, themes that are determined by the youth. And 2 months after, we actually have an event at the gallery where we will talk about those issues, and people who have been invited, including decision makers, will come and listen. That's the only time the decision makers won't talk. They'll just listen to the young people. All right. So we just broke that. That's the first wall that's broken. Mm-hmm. And then the second wall is actually the gallery, to actually bring the art into the gallery. So the expectation from the gallery is to actually have the art in there for a period of time. Yeah. So imagine the empowerment on the young person, and also the empowerment, the community as in general feels that okay, this place is also for us. It's not just for certain people. And I believe that it's also a way to combat exclusion, right? And it's an opportunity. We also, as a foundation, we give to a place like the National Gallery. We give them the opportunity to expand, also to see beyond what they see, to get them closer to the community, not just the community according to their definition, but the community. The community, because as Madame say, when we don't include everyone, there's a deficit. And who knows? What we have examples of people in Montreal who were involved in some of our programs, and now they are doing well, as artists. So the list goes on and on. So a part of our job is to find ways to combat exclusion and break walls, and with Madame's Jean's influence, that allows us to leverage, to leverage the environment, the space, to be able to, in fact, do just that, where we open doors. We open doors, we empower, we mentor, and we provide young people with resources, and a voice, and a voice. So that's one of our best programs, and of course there are others we might be able to talk about. Another one that we may talk about a bit later, which was actually a legacy project from the Halifax Summit. So I'll stop there for now. Thank you, Mr. Mabwana. Maybe a question for the both of you. What would you say that's the most effective way to break walls, to bring youth into staying active in social activities, making them involved in different activities where they have a voice, là où ils se sentent confortables justement de partager leur opinion. Est-ce que, d'après votre expérience, quelle est la façon la plus utile ou pratique d'amener les jeunes vers de s'exprimer ou d'exprimer leur frustration ou d'être actifs par rapport au changement social? Je pense que ce qu'on sent chez les jeunes, c'est beaucoup de courage. Hein. Ça, il faut le dire. On travaille beaucoup avec des jeunes, comme le disait si bien Edouard, des jeunes qui sont en situation précaire, ce qu'on dit en anglais disenfranchised youth, mais qui n'en pensent pas moins. C'est-à-dire que ils ont un regard très franc sur ce qui se passe dans la société, un regard très juste, très pointu. Ils en parlent avec éloquence, avec force, avec courage. C'est-à-dire qu'ils ne tournent pas autour du pot, ils vont droit au problème. Et nous leur offrons l'espace pour le faire. Et dans des lieux, souvent, comme Ed le décrivait, institutionnels. C'est-à-dire que nous avons le levier que nous représentons
c'est que nous avons cette capacité d'ouvrir des espaces où ces jeunes peuvent pleinement prendre la parole et parler de choses qui sont graves, qui sont difficiles, mais ce que l'art produit, c'est magique. C'est-à-dire que l'art facilite ces conversations difficiles. L'art facilite le rassemblement. L'art permet de convoquer, de se rassembler et par moments de dire avec beaucoup de force, avec l'expression artistique, ce qui n'est pas toujours visible ou ce qui est laissé pour compte est mis dans la marge. Donc voilà, et mis de côté. Et quand vous sortez de cette expérience-là, c'est extrêmement vivifiant. C'est un moment de prise de conscience, sans détour, et en même temps aussi avec des solutions. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que ils sont capables de dire voilà ce qui doit changer et voilà comment on peut le changer. Et voilà comment nous on s'avance sur ce problème et voici ce qu'on en pense et voici ce qui devrait être fait. Voici nos attentes. Et même le sommet, c'est ça. Le sommet pan-canadien des communautés noires, le National Black Indian Summit, it's that. It's about addressing an issue, looking at, what needs to change, for what reasons, how devastating it can be. Exclusion is always devastating. It creates, as I said before, a deficit that is major for our society. And you have people from all walks of life who come and say, this is why it has to change and there's no going back. And we have ideas and we can explain, how dire this issue is and why we should take action. And we are taking action together. Ça, c'est formidable parce que dès lors, les décideurs politiques, les décideurs, donc ceux qui sont du secteur privé comme du secteur public, gouvernemental, ne peuvent pas vraiment penser des politiques publiques ou des actions s'ils ne vont pas vers ceux et celles qui vivent ces situations-là et qui ont une pensée très juste par rapport au problème. Donc, ce que ça crée, c'est une valeur ajoutée. Donc, ils arrivent en courant, surtout les décideurs politiques, parce qu'ils se disent, oui, mais comment est-ce qu'on peut décider des politiques publiques si on ne comprend pas le problème? Et si on ne le comprend pas, pourquoi on ne va pas s'asseoir avec ceux qui le vivent? So that's key. That's really key. Having decision makers to come, see, watch, listen, and at one point, whether they want it or not, to be part of the conversation. So that's what society building is about. That's what nation building is about, and it's fantastic. That's why I say it fills you with, it's very gratifying, it fills you with joy, because when you see the magic happening, it's incredible. Just that manifesto, okay, for the eradication of racial discrimination that we came out with, at the Halifax summit. It's what's in there is now a reference for many decision makers. Yeah. They look at what is said and they read about the solutions, the important work that is happening on the ground, carried out by the youth, carried out by, let's take Black communities, for example, and Black communities and Indigenous communities coming together also from the same condition of exclusion. And they realize that there are so many things that they don't know because there's a disconnect. Et ça, de faire ce travail, c'est formidable. Oui. Ouais. Ça veut dire que pour quels que soient les projets, quatre murs ou bien le sommet, c'est la même chose. C'est comme des consultations. Oui. Alors, decision makers actually, it's to their benefits because they're getting the materials from the grassroots, sur le terrain. They can go and use. And comme Madame l'a dit, ça, c'est venu de discussions de plusieurs sommets. C'est le résultat. Alors, that's a gift. So that's almost like a gift from the Black community in Canada to the decade.
but also to the Canadian decision makers. And young people were involved. People were also older were involved. Madame was involved. Many people, partners, as Madame said, it was a collective. It was collective effort. So what does that really mean? Is that we are very intentional in what we do. We are very intentional in what we do, whether it's Power Youth, whether it's a Fourth Wall, and another project I was going to talk about is I was talking about Power of the Arts. So that Power Youth is another project we're going to talk about, which actually was a legacy project from the Halifax Summit. However, it's all based on this manifesto, Okay. which means that we came up with we asked ourselves, how do we keep the manifesto alive? How do we make sure that people internalize, the manifesto and what is said in there, some of the issues that are addressed, and some of the solutions that are put forward, and so on. So we thought, let's start with young people. So we decide that we'll partner with some of our friends, partners, and so on. I like to talk about here about the CRF, Canadian Race Relations Foundation, and CMHC, and Divinity, and so on. They came to join us to actually put this project together, and bring resources that actually provided 35 projects across the country to young people from Black communities. And their mission was to put together, conceptualize a project based on the needs in their own community. And those needs had to be found in here as one of the themes from the declaration, and propose solutions and actually execute the project. And it was actually amazing to see some of the projects that came out of it, and from every sector: science, STEM, and housing, and arts, and you can name, the list goes on, right? 35 projects across the country, and it was such a success that we are bringing those young people to the summit in Montreal to actually present and talk about the project. Hey. And then after we did that, we got another, we received more resources from another funder. We have not really had a decision to divulge yet, to support 25 more projects. Okay. So it's very exciting stuff to look forward to. Oui, c'est ça. Parce que ce sont des jeunes, ce projet-là, Jeunesse au pouvoir, Power of Youth, ce sont des jeunes entrepreneurs créatifs et sociaux. C'est lié, je dirais, bien sûr, au sommet. Ça découle du sommet d'Halifax, ça découle du manifeste et de la déclaration d'Halifax pour l'éradication de la discrimination raciale. Et ça nous permet d'apporter des fonds de démarrage, des fonds de consolidation aussi et de pérennisation à des jeunes entrepreneurs créatifs et sociaux issus des communautés noires qui travaillent activement sur des situations qui sont là pour finalement faire avancer la cause de l'éradication de la discrimination raciale sur tous les sujets. C'est-à-dire, et c'est fascinant de voir combien les jeunes arrivent, ces jeunes entrepreneurs créatifs et sociaux, arrivent avec des idées absolument pragmatiques. C'est concret, c'est pragmatique, c'est sur tel problème, on agit et voici comment on agit.
Donc, ce que ça fait, ce que ça produit, c'est un leadership chez ces jeunes qui découle d'un leadership plus large encore, qui est un leadership collectif. Donc, les communautés et toutes les organisations au sein des communautés qui font un travail génial, quoi. Et ça crée un espace où tous ces acteurs sociaux, ces acteurs de changement peuvent venir ensemble, vraiment parler des meilleures pratiques, ce qui fonctionne, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a plus d'impact, etc., etc. Donc ça crée un mouvement. C'est pas un moment, c'est pas un événement, c'est vraiment un mouvement. C'est un mouvement qui est en marche, qui est intergénérationnel et et en même temps, on a un message très important. C'est qu'on dit, bon, nous, communauté noire, nous nous mobilisons, nous avons ce mouvement, mais le problème ne peut pas être que le nôtre. C'est-à-dire que le racisme, ça doit être l'affaire de tout le monde. Ouais. C'est une responsabilité partagée. Ouais. Et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que qu'on ne l'a pas créé. On l'a pas créé, le problème. On n'a pas créé le problème. Pourquoi est-ce qu'on devrait être les seuls à le porter? Donc on dit non, c'est une responsabilité partagée. Attendez là. Hein, donc c'est pour ça que le sommet est très inclusif aussi. Ouais. Ça doit être l'affaire de tout le monde, quoi. Ouais, le problème est trop grave pour qu'on soit les seuls à le nommer et à le porter. Et c'est formidable de voir ces jeunes qui arrivent avec des projets qui sont puissants, quoi. Qui sont puissants et qui montrent aussi leur courage, leur imagination, leur créativité et leur désir de servir. Oui. C'est important. Mais vous avez dit quelque chose un petit peu plus tôt, Madame Jean, qui m'a frappé. Vous dites, au début de ma carrière, bon, voilà, j'étais la première noire dans ceci, dans cela, mais on sent cette responsabilité, on n'a pas le droit à l'erreur. Oui, quel message vous avez à donner, soit vous, Madame Jean, ou Monsieur Matwawana, à un jeune qui se sent justement, qui est dans un espace où il sent cette pression-là? Comment vous avez géré et quel est le message que vous avez à donner aux jeunes? J'ai dû me débarrasser de cette idée que j'ai pas le droit à l'erreur, parce qu'on apprend de nos erreurs. Pourquoi est-ce que d'autres pourraient apprendre de leurs erreurs et nous, on pourrait pas apprendre des nôtres? Je pense que quand on est dans un espace de travail, il faut se dire, si parfois j'ai raté un peu le coche, je suis un peu à côté, je vais redresser la barre, mais j'aurais appris de ce moment où, tu sais, où je suis sortie un peu voilà, pas du cadre, parce que c'est important aussi de briser les cadres. Mais c'est au moment où je me suis un peu égarée. Bon, voilà, j'ai pas trop compris, je me rattrape, et là, boum, je suis plus fort. Moi, je me souviens que quand je suis rentrée à la télévision publique et j'étais la seule noire dans la salle des nouvelles, le stress était énorme. Le stress était énorme parce que j'estimais que je n'avais pas droit à l'erreur. Or, des fois, oui, des fois tu peux poser une question, mais tu pourrais la poser encore plus directement et plus justement. Donc, mais tu apprends de ça. Pourquoi est-ce que tous les autres ont le droit de faire ce cheminement d'apprentissage et pas nous? Et dès lors que j'ai résolu ça, j'ai compris ça, je me suis mise à travailler tellement mieux. Parce que je me suis libérée du fardeau. Mais je savais par contre que de ma réussite dépendrait aussi, je dirais, l'accès pour d'autres comme moi, issus des communautés noires, voilà, pour se positionner dans des espaces où on ne trouve pas des gens comme nous. On n'est pas là. Il faut qu'on y soit parce que ce qu'on a apporté comme perspective est précieux et incontournable. La société fait mieux dès lors qu'on est là. Et puis on dit, bon, moi j'aime beaucoup cette expression nothing about us without us. Parce que nous avons Madame, cette expertise. C'est à cause de ça on encourage le mentorat. Oui. Puisque nos jeunes gens ont besoin de cela. Mentorship is very important. Yes, they can make mistakes, but with a little bit of mentorship, there will be less mistakes. Yeah. And they need to learn that mistakes are okay. As long as you go back, as Madame said, you go back, you ask for advice and say, okay, I need to fix this. Can I get some advice? Young people need to know that they can ask for advice. Yeah. They can go to people who can provide the advice, but also mentorship and encouragement. It's one thing to say,
you made a mistake. But I think with that, that statement should always come, okay, let's look at what Learning just is happened. about making mistakes. Yeah, exactly. Learning is about really reinforcing your knowledge, your capacities, and it's a wonderful process. The learning process is great. So I think as we accompany these young people, the beauty of it all is to see them emancipating, flourish, having more confidence, more audacity. You know, they're bold, they're creative, and it's a beauty. It's a beauty. So I think when other youth, because of their, I don't know, of, you know, maybe the environment they are in, they are supported. Why not disenfranchised youth, underserved youth be supported also? Because they are the talent, they are talents, great talents. Donc nous, c'est ça en fait. Ce qui nous rend, je dirais, ce qui nous motive, c'est de voir ce chemin-là qu'on accompagne et de voir ce que ça produit. Ce que ça produit pour l'ensemble. Donc, il y a des jeunes avec lesquels on a travaillé, ça fait la fondation entre dans sa 11e année, quoi. Il y a des jeunes avec lesquels on a travaillé, puis on voit ce que ça a produit. Ils sont aujourd'hui, bon, plusieurs vont même poursuivre des études, ils sont en droit, et puis il y a l'esprit entrepreneurial. Ça, c'est génial. Qu'est-ce que c'est l'esprit entrepreneurial? C'est justement ce qu'on décrit. Comment on apprend à rebondir. Le processus d'apprentissage et d'efficacité et d'excellence, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, c'est ce qu'on cultive, nous. On adore ça. Souvent, quand les gens entendent entrepreneuriat, ils pensent que c'est du business, c'est tout. Mais l'entrepreneuriat, c'est une façon de vivre. Ouais. C'est une façon de faire. C'est ce qu'on enseigne nos jeunes. C'est comment, it's a way of life. It's a way of life. You know, how you resolve problems. Sometimes from your environment without looking anywhere else. Your environment, it's enough to use the resources you have in your environment and resolve issues before you go out there. Now, one thing, je voulais ajouter quelque chose à ce que Madame a dit à propos des jeunes. Par exemple, à la Fondation, bon, je vais aller on in the secret. À la Fondation, tout le monde dit que the youth are the future. We need to invest in the youth. They are the future. La Fondation dit non. The youth are not the future. The youth are today. The youth are today. Today. C'est ici maintenant là qu'il faut travailler avec la jeunesse. Comme je mentionnais bien avant l'interview, que on a des jeunes qui travaillent pour nous comme une compagnie de marketing. Ils sont en train de s'occuper de notre campagne de médias sociaux. Alors, ça veut dire quoi? Certains de ces jeunes-là ont travaillé avec nous, nous les avons appuyés, et puis on a financé certains de leurs projets. Maintenant, they have their own company. You know, they have their own company, marketing company, and are working for the summit in order to actually promote the summit. So what does that mean? We talk to talk, we walk to walk. You know, we invest in the youth and we give them opportunities, you know, where they may not get somewhere else. If we are able to give them those opportunities, we'll give them those opportunities before we, before we run the risk of saying what we say and not actually doing it. You know, so we take work with the youth, empowering the youth, leadership skills building, and so on, very seriously at the foundation. And we are not perfect, but we do our best. Now that is raison d'être. I'd like to thank you both for your time
first of all, for what you represent to me. I had a chance to tell you both, that I really appreciate the work that the Fondation Michael Jean is doing. Madame Jean, je vous remercie pour votre temps. Mr. Matt Wawana, we will see you shortly. I encourage all of you watching to actually go on the website from la Fondation Michael Jean to learn about le prochain sommet pan-canadien des communautés noires qui se tiendra à Montréal, encore une fois, du 31 janvier au 2 février 2025. Donc, I like to end my conversations with this. We learn today and we lead tomorrow. So I thank you all for your time. Merci. Thank you. Merci.